Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Premièrement, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir convié à cet événement qui est si important pour parler de l'investissement en santé dans le continent africain. Monsieur le vice-président, monsieur le doyen, monsieur Kharis, monsieur le ministre d'abord, comme il m'est choix aujourd'hui d'être parmi vous pour essayer de débattre sur un ensemble de questions qui tournent autour de l'investissement en santé en Afrique. D'abord, il faut toujours tenir un discours motivant pour le continent africain, parce qu'on ne connaît pas très bien ce qui se passe dans le continent africain. Je pense qu'il y a une dynamique qui est très très importante en Afrique aujourd'hui. Ce qui manque, c'est de créer de la synergie. Fort heureusement qu'il y a certaines instances, notamment le CDC africain, qui est sous l'égide de l'Union africaine, qui essaie quand même de créer cette cohésion et de créer quand même de la cohérence, de la synergie entre les différents pays, parce que l'Afrique aujourd'hui souffre du cloisonnement entre Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique occidentale, Afrique de l'Est, Afrique centrale, et ça, normalement, ça ne doit pas continuer si nous plaidons vers une souveraineté continentale, surtout en matière de santé. Si on veut parler bien sûr de l'investissement en santé en Afrique, il faut distinguer deux moments. Il y a un moment, c'est ce qu'on appelle le moment de crise. Crise sanitaire, c'est le cas de la pandémie, où l'Afrique s'est sentie isolée, laissée pour compte, alors qu'il s'agissait quand même d'une pandémie. Il faut gérer cette pandémie. La pandémie se veut internationale. Donc automatiquement, il faut qu'il y ait une gestion qui devrait être holistique, globale, entre tous les différents pays du monde, parce qu'il y a quand même des interconnexions et des va-et-vient. Or, ça n'a pas été le cas. L'Afrique a été laissée pour compte. Et c'est pour cela aujourd'hui que l'Afrique ne veut plus revivre la même situation ni la même expérience. Et donc du coup, je connais le directeur général du CDC africain, Jean Kasseya, qui est un ami et un frère, qui ne ménage aucun effort aujourd'hui pour essayer de tisser cette toile, cette assise forte qui permettrait quand même à l'Afrique de se réunir autour quand même d'un seul objectif, c'est la souveraineté continentale que Sa Majesté a plaidé depuis le début. Fort heureusement, pendant la pandémie, on avait le leadership de Sa Majesté, on a toujours le leadership de Sa Majesté. Parce qu'une gestion d'une crise nécessite quand même de l'anticipation, nécessite de la gestion proactive. Et fort heureusement que Sa Majesté avait décidé dès l'apparition du premier cas de Covid, 3 choses. Première chose, créer un comité de pilotage de haut niveau qui réunit tout ce qui est du sécuritaire, des affaires étrangères, des affaires internes, de l'industrie de commerce et de la santé. Un comité de vigilance économique, parce qu'il y va quand même, pendant la crise, qui aurait des conséquences économiques importantes. Et troisièmement, un fonds de solidarité pour aider à subvenir aux différents besoins, notamment aussi les besoins en santé en termes d'investissement. Parce que pendant la crise, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme investissement? Il faut investir pour sauvegarder, renforcer et même améliorer la résilience du système de santé. Il ne faut pas croire qu'il y a des systèmes de santé qui sont forts, et cette pandémie a mis quand même les systèmes de santé à rude épreuve. Même ceux qui ont quand même les meilleures infrastructures ont été bien sûr en souffrance. Deuxième élément, c'est renforcer la capacité hospitalière. Troisième élément, c'est créer quand même des réserves stratégiques. En quoi? En médicaments et en équipements. Et vous pouvez vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie par rapport aux respirateurs, par rapport aux gants, par rapport aux masques. C'était une catastrophe mondiale. C'est-à-dire les pays qui sont riches essaient de s'accaparer la plus grande part du marché. Et ça, ce n'est pas une gestion de pandémie équitable. Voilà un peu quand même les moments de souffrance de l'Afrique. Et aussi, il faut investir dans un système de surveillance, un système d'information. Un système de surveillance, notamment un système de surveillance épidémiologique qui permettra de recueillir les données pour pouvoir quand même avoir un tableau de bord et prendre les meilleures décisions pour élaborer des conduites à tenir. C'est ça ce qui est important à faire pendant une crise de pandémie. La souveraineté continentale n'est pas une souveraineté de chaque pays à part. C'est une souveraineté d'une collaboration, d'un travail collégial entre les différents pays. Et je peux vous citer quelques exemples. Même les pays qui sont très économiquement aisés, à l'aise, par exemple, je cite l'exemple du Japon, par exemple. Le Japon, il a eu la difficulté
de vacciner parmi les premiers pays. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il manquait de seringues. Il avait le vaccin, mais il n'avait pas les seringues. Pourquoi? Parce que 80% du marché des seringues, il existe en Chine. Mais la Chine, elle en a besoin parce que était bien sûr le pays où la pandémie avait débuté. Vous voyez un peu, donc, on ne peut pas dire une souveraineté continentale ou une souveraineté sanitaire de chaque pays à part sans qu'il y ait de collaboration bilatérale ou multilatérale. Et donc, on sait très bien que la meilleure manière d'investir dans le continent africain, ce n'est pas d'investir dans ce qui est aujourd'hui équipement et tout, mais il faut investir dans ce qui est la réduction des risques. Il vaut mieux 1 euro investi dans la santé publique, c'est 10 euros récupérés ou 9 euros récupérés pour réduire les coûts du soin de futur de demain. Donc voilà, donc la prévention, la réduction des risques, c'est le meilleur élément. Alors il y a beaucoup de potentiel dans l'Afrique. Moi j'ai visité quelques pays, chaque pays fait quand même du mieux qu'il puisse. Que ce soit le Ghana, le Rwanda, le Bénin, tous les pays, ils font quand même un effort important. Mais il y a un problème de collégialité aujourd'hui et un problème de cohérence que le CDC Africa essaie quand même d'amenuiser pour avoir une seule force mobilisatrice. Un continent qui est aujourd'hui 1,5 milliard, mais à l'horizon de 2040, il sera à 2 milliards et quelques, et donc le continent le plus peuplé. Le continent qui sera le plus peuplé. Pourquoi? Parce que c'est là où le taux de fécondité qui est le plus élevé, entre 5 et 7, alors que tous les autres pays sont en deçà du 2. Donc, toute la jeunesse existe au niveau de l'Afrique. Et donc, toute la prophylaxie, c'est au niveau de l'Afrique. Toute la réduction des risques, c'est au niveau de l'Afrique. Ça, je parle, vous savez, je ne sais pas si vous le savez ou non, l'Afrique, elle gère chaque semaine une épidémie. Une épidémie chaque semaine. S'il n'y a pas le chikungunya, il y a l'Ebola, il y a la dengue, vous avez tout le temps. Il y a une expertise extraordinaire dans la gestion des épidémies qu'il faudrait mettre en valeur. Mais quel est le point noir au niveau du continent africain? C'est les ressources humaines. C'est vrai que c'est le point noir au niveau de pratiquement de tous les systèmes de santé du monde, mais il reste quand même de manière accrue au niveau africain parce que le professionnel de santé au niveau de l'Afrique n'est pas valorisé. Et c'est là où il faut en venir aujourd'hui. Il faut valoriser nos professionnels de santé. Si on veut que notre système de santé soit résilient, il faut valoriser les professionnels de santé. Toute la pyramide des professionnels de santé doit être revue et valorisée. C'est pour cela que Sa Majesté a voulu qu'il y ait une refonte du système de santé mettant au centre d'intérêt les ressources humaines, avec une fonction sanitaire, avec une nouvelle gouvernance, pour essayer quand même, bien sûr, de renforcer ce système de santé. Et n'oubliez pas que les systèmes de santé aujourd'hui sont en mutation dans le monde entier. Qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle, les progrès technologiques ont fait qu'il y aurait quand même des disparitions de certaines spécialités et réémergence d'autres spécialités. C'est ce qui fait qu'il y aurait quand même des glissements de compétences pour lesquels il faut un réinvestissement pour avoir les compétences nécessaires. N'oubliez pas aussi que ce n'est pas la santé toute seule qui est en mutation, mais la médecine aussi, qui fait partie intégrante de la santé. La médecine que nous sommes en train de préconiser aujourd'hui, c'est de la médecine curative. Mais avec les développements technologiques, c'est de la médecine prédictive qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on pourra savoir quelles seraient les pathologies qui seraient, bien sûr, dans le futur, et on pourrait modéliser notre modèle économique par rapport à ces pathologies. Et donc, il y a une réorientation de l'économie d'un pays grâce à cette prédiction de santé qui est faite par de la génomique, de la protéomique, de la métabolomique, qui permettent de montrer quand même un peu tout ce qui est quand même une médecine prédictive. C'est une médecine à la carte. Et demain, on va être traité par une médecine personnalisée. Deux malades qui ont la même pathologie seront traités différemment parce qu'ils n'ont pas la même génomique, ils n'ont pas la même métabolomique. Ils ont quand même des choses différentes qui les différencient et donc nécessiteront de facto un traitement différent. Et donc ça nécessite un investissement important. Et donc vous voyez que toute l'industrie pharmaceutique suivra. Elle va changer aussi le profil de la médecine et le profil de la santé.
Et donc aussi c'est un investissement important. Et si nous voulons suivre cet élan-là, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui manque au continent africain? Il y a un élément important qui manque au continent africain. Malheureusement, la matière première, elle existe au continent africain, mais elle est réutilisée, transformée ailleurs. C'est la recherche et développement. On manque de recherche et développement. Et c'est là où le bas blesse. Si nous avons la recherche et développement, nous avons toute la matière, tous les ingrédients qu'il faut pour être les pionniers dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine. Voilà ce que je voulais dire. Et sachez que j'aimerais bien sûr m'étaler davantage sur le sujet. Le débat doit s'arrêter à ce stade-là. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais gardez quand même l'optimisme pour le continent africain. La souveraineté sanitaire, on y travaille. On y travaille sur plusieurs créneaux. La prévention, la réduction des risques. On y travaille pour essayer de regrouper quand même les pays autour de thématiques intéressantes, notamment la fabrication de vaccins. Aujourd'hui, c'est le débat qui existe parce qu'on ne voudrait pas que l'Afrique souffrira encore de l'iniquité qu'elle avait connue pendant la pandémie. Parce qu'au moment où certains pays faisaient 4e dose de vaccin, l'Afrique ne faisait même pas la première dose de vaccin. On n'avait pas la possibilité. Heureusement qu'il y avait un programme COVAX de solidarité qui a pu distribuer quand même quelques vaccins pour le continent africain, mais l'Afrique, elle était capable aussi de fabriquer les vaccins. Il y a plusieurs pays, il y en a 8 aujourd'hui qui sont capables de produire les vaccins. Il y en a 8 en Afrique, mais il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc je souhaite quand même beaucoup de succès pour cet événement, que les résolutions seraient quand même des résolutions qui aboutiront quand même à des décisions concrètes qui seront opérationnalisées ou transmises bien sûr aux décideurs au niveau du continent africain, et qu'on restera toujours ouvert pour d'autres événements, Inch'Allah. Merci beaucoup, chers étudiants, chers assistants.